Merci aussi à celle qui vient de me précéder, parce que, je le dis toujours, mais c'est les juristes qui finalement nous instruisent autant que les médecins sur ces questions, me semble-t-il. Je le dis parce que je le pense et je l'ai... Alors, je me dois évidemment, vu ma réputation de père fouettard, de respecter le temps. Je pense que je le respecterai. Top chronomètre. Anne de la Tour, hier, m'a tendu une perche en disant que j'avais utilisé une formule autrefois, et je l'ai retrouvée, cette formule, et je vais vous la donner. Elle date de 2001, et je l'avais écrite au fil de la plume dans un long article de la revue Esprit où je rendais compte d'un certain nombre de publications. Nous étions en 2001, c'est-à-dire avant la loi belge sur l'euthanasie, et parmi les ouvrages que j'avais recensés, il y avait des ouvrages belges. Et tout simplement, j'avais glissé cette formule que je trouvais simple, que je trouve toujours simple. L'euthanasie ne complète pas l'accompagnement, elle le supprime. Elle ne succède pas aux soins palliatifs, elle les interrompt. Elle ne soulage pas le patient, elle l'élimine. Formule en passant, qui finalement a été plusieurs fois reprise, et pas simplement par moi. J'avais en vue à ce moment-là simplement un souci de cohérence linguistique, et je me disais, bon philosophe que j'essaie d'être, que en effet cet exercice est un exercice d'éthique du lexique. C'est la moindre des politesses que de faire dire aux mots ce qui est leur signification. L'année suivante, d'ailleurs, j'observais que le législateur belge n'avait pas osé qualifier de soin le geste d'arrêter le soin. Même si, dans ce pays, on avait plusieurs personnalités ou associations qui, de façon hasardeuse à mes yeux, mais enfin, parlaient de soins ultimes ou de soins intégral. Retour en France, en 2022, le Comité consultatif national d'éthique, comme on le sait, a cru devoir ouvrir la porte au suicide assisté, voire à l'euthanasie, dans les cas exceptionnels qu'on a mentionnés encore tout de suite. Et j'observe qu'il y avait deux rapporteurs, Alain Claes, qu'on a eu le plaisir, parce que j'en étais un, d'entendre en ouverture de ce colloque, et Régis Aubry, qui a donc cru devoir lui aussi signer cet article, cet avis, et qui a écrit dans un livre parallèlement à l'avis du CCNE, une chose que je trouve tout à fait judicieuse. Il y aurait, je le cite, une dimension oxymorique à rapprocher ces deux mots, euthanasie d'un côté et soin ou traitement de l'autre. Une forme de contradiction à considérer qu'administrer un produit létal puisse être un traitement ou un soin. Donc, un des rapporteurs de l'avis controversé du CCNE a cette honnêteté intellectuelle de dire que le vocabulaire du soin n'est en aucune façon approprié. Est-ce que cette notation judicieuse est suivie des faits? Je ne le pense pas. Parce que ce qui paraissait relever d'une évidence sémantique ne l'est plus déjà pour le législateur canadien qui, lui, a osé écrire dans sa loi que l'euthanasie était un soin, parmi d'autres. Et d'autre part, depuis que s'est rouvert en France le débat, depuis la niche parlementaire du 8 avril 2021 sur la question euthanasique, fleurissent un peu partout des tribunes clamant haut et fort que l'euthanasie est un soin, sans jamais évidemment définir le mot soin. Donc il y a quelque chose qui me rend perplexe. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'est mis à dire « attention, il faut bien que ça soit un soin ». Bon, il y a plein de raisons, et je pense que les juristes d'ailleurs qui subodorent un peu les choses ont déjà vu venir qu'il s'agissait finalement d'une inscription dans le Code de la santé publique, mais je laisse de côté la question. En tout cas, c'est bel et bien le signe d'une évolution majeure de la notion de soin médical, si jamais ces tribunes multipliées à l'envi depuis quelque temps venaient à être consacrées par le législateur. On se doute que c'est la définition du soin médical qui est en cause ici, et c'est pourquoi je voudrais vous proposer de la reprendre à nouveau frais. Alors, qu'est-ce que le soin ?
qu'est-ce que le soin médical dont les professionnels de santé sont nos délégués auprès des personnes vulnérables? Eh bien, pour le dire d'une formule très simple, voire simpliste, le soin vise, tout le monde me semble-t-il en sera d'accord, à un soulagement, à un apaisement, à la souffrance physique et psychique. Et évidemment, ce soin médical connaît beaucoup de modalités très différentes. La forme préférable, celle que chacun évidemment espère quand il est malade, c'est le soin curatif. On va guérir, c'est-à-dire restaurer, grosso modo, parce que ce n'est pas toujours complètement vrai, un état antérieur de santé que l'on a perdu. Donc la forme évidemment la plus répandue et la plus espérée, c'est la guérison. C'est le soin curatif. Donc, existe aussi, chacun le sait, le soin préventif, je n'insiste pas, qui protège contre la survenue de maladies potentiellement dangereuses et qui nous préserve une vie saine. Pensez aux campagnes vaccinales, pensez aussi à l'hygiène de vie qui nous est constamment et normalement proposée. C'est évidemment, vous vous en doutiez, le soin palliatif qui retient ici mon attention parce que je commence par l'écrire au singulier. Le soin palliatif, c'est un soin qu'il faut envisager dans toute son extension, dont les soins palliatifs sont une partie. Par exemple, quand on est affecté d'un handicap physique ou moteur entravant la mobilité, ce n'est qu'un exemple, il est possible de pallier cette déficience en proposant des prothèses adaptées ou des moyens de locomotion appropriés, mais aussi le soin va prendre une extension encore plus large et qui du coup nous fait sortir du strict soin médical, c'est-à-dire qu'on va demander au corps social, à la société, d'aménager des espaces pour que les personnes en situation de handicap, et non pas handicapées, en situation de handicap, ne le soient plus ou le soient moins, et c'est l'ensemble des dispositifs qui, les rampes à la place des escaliers, etc., les télécommandes qui, à l'origine, étaient faites pour les personnes justement en situation de handicap. Bref, on va inventer un tas de dispositifs dont la société va s'emparer et du coup, le soin devient quasiment une affaire politique. Je laisse ça de côté parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le soin médical à proprement parler. Je pense aussi tout simplement à des malformations cardiaques pour lesquelles la chirurgie, enfin c'est un exemple encore une fois, pour lesquelles la chirurgie cardiaque n'a aucune efficacité possible. Mais grâce à un soin adapté, une vie longue, riche, dense peut se déployer. Je pense ici très souvent à l'un de mes amis qui est décédé à l'âge de 85 ans, atteint d'une maladie mortelle incurable détectée dès sa naissance, une tétralogie de Fallot. Et donc, comme l'a dit son fils au moment des obsèques, mon père a vécu en soins palliatifs toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il était dans un service de soins palliatifs, mais ça veut dire qu'on n'a jamais réussi à le guérir de sa maladie mortelle incurable. Bref, le soin palliatif est beaucoup plus large que ce que l'expression « les soins palliatifs » qu'on a fini par utiliser en France après les Canadiens, au demeurant, historiquement, et qui concerne la vie quand l'horizon n'est plus la guérison et quand cette fin de vie se profile, quand on aperçoit donc le profil de sa mort à plus ou moins brève échéance. On l'utilise à ce moment-là au pluriel. C'est par convention qu'on parle des soins palliatifs. Je disais donc expression d'origine québécoise parce que on appelait cela dans le milieu anglo-saxon le mouvement des hospices, mais le mot hospice en français avait une fâcheuse connotation et c'est pourquoi Lord Bantmoon, Montréal, avait proposé cette expression, les soins palliatifs. Bon, c'est ce mot qui nous sert d'étiquetage aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faudra le changer un jour, mais en tout cas, c'est lui qui est facile à repérer, etc. Alors, les soins palliatifs, évidemment, c'est pas uniquement le fait qu'il manque. Alors, moi, j'ai compté 21 unités dans les départements, peu importe le nombre exact. C'est pas non plus uniquement une spécialisation reconnue par des diplômes universitaires, mais les soins palliatifs ont été, et c'est la raison pour laquelle, moi, petit philosophe m'intéressant à ces questions, je m'y suis attaché, ont été une révolution dans l'exercice du métier de soignant, et ça n'a pas été immédiatement perçu. Alors, je suis moins ancien dans le grade
que Jean-Marie Gomas, mais c'est en 1992 que j'ai commencé réellement à prendre ma blouse blanche, à fréquenter les services et à m'intéresser de très près à ces questions. Et depuis, je n'ai jamais cessé. Mais pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé? Parce que précisément, cette raison que je viens de dire, j'y voyais, alors que peu le voyaient, me semble-t-il, une révolution. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui était privilégié? Qu'est-ce qui l'est encore d'ailleurs? C'est le soin curatif, évidemment. Mais on exaltait, on avait raison, on applaudissait les grandes trouvailles, les grandes découvertes. C'était fabuleux, enfin tout ce qui se passe depuis à peu près le milieu du XXe siècle, et il faut reconnaître que dans le curatif, c'est fabuleux. On a quitté Molière quand même, et on a aujourd'hui des thérapeutiques extraordinaires, exceptionnelles. Et alors, on confiait finalement les soins palliatifs à des gens qui n'avaient pas de compétences dans la recherche de pointe, qui n'étaient pas capables de guérir. Ils n'étaient capables que de soigner. Et c'est là-dessus que je voudrais faire porter un tout petit temps de ma réflexion avec vous. L'existence du mouvement des soins palliatifs, car c'est un mouvement, a été une manière de rappeler ce qu'était le soin. Le soin, c'est guérir quand on peut, mais soulager toujours. Je crois qu'on l'a compris depuis hier matin. Et donc, c'est une aide à fournir pour tous les moments de l'existence, quels qu'ils soient. Mais justement, le drame, enfin, oui, je pense que c'est un drame, c'est qu'on a confondu le soin médical avec précisément la guérison. Et ça, c'est très dommageable. D'ailleurs, dans le langage courant, le médecin va me soigner, ça veut dire il va me guérir. Et le résultat, c'est qu'avec cette confusion, des dégâts dans la représentation du métier médical ont eu lieu. Puisqu'on ne peut pas guérir, eh bien, j'arrête la médecine. Moi, je suis témoin quand même, dans la fin des années 70 et dans les années 80, de tous ces grands chefs de service qui, quelquefois, se pavanaient à la télévision parce qu'ils avaient en effet fait des trouvailles fabuleuses, extraordinaires. Eh bien, ils n'entraient plus dans les chambres des patients. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus rien à proposer. Et donc, ils n'avaient plus de traitement curatif. Je ne pouvais plus les soigner, disaient-ils. Et donc, ils abandonnaient un peu lâchement aux infirmières, aux aides-soignants, le fait de s'occuper comme elles pouvaient des malades. Et vous savez bien que dans les années 80 encore, il y avait beaucoup de cocktails d'éthique qui étaient répandus dans les institutions. Et c'est justement d'une révolte contre cette situation que sont nés les soins palliatifs, historiquement, chacun le sait. Donc, l'intérêt ici de réfléchir à cela, c'est qu'on avait à ce moment-là hiérarchisé deux conceptions du soin, le soin curatif en haut de l'échelle naturellement, et le soin palliatif, son parent pauvre. Parents pauvres institutionnellement et parents pauvres aussi, j'allais dire, dans les vocations. Voilà. Vous n'êtes pas capable de faire de la recherche, vous n'êtes pas capable, donc vous faites donc des soins palliatifs, vous ferez de l'accompagnement, ce sera de l'humanitaire, bon, c'est bon pour les cathos, etc. Donc on a eu un petit peu cette mentalité que j'ai vraiment observée dans les années 90 et qui m'a assez révolté. Donc le soin palliatif est venu rappeler qu'il y avait un autre modèle de la prise en charge, j'aime pas le mot de prise en charge, parce que ça fait un peu fardeau, enfin de la prise en soin, si vous voulez, que le strict modèle curatif. Le soin palliatif, justement, prend en charge, en considération la globalité de la personne et de sa souffrance, et dans ce modèle, on se refuse à imposer à la personne une technicité abusive, parce que l'inconvénient de la promotion du soin curatif comme étant le sommet du sommet a eu comme conséquence qu'on en faisait toujours plus. Et quand on en fait plus, on en fait trop. Et quand on en fait trop, on fait mal. D'où la naissance de la notion d'acharnement thérapeutique dans les années 70 et sa prise en considération dans la troisième version du Code de déontologie médicale en 1979, dans les commentaires, et son inscription dans l'article 37, désormais, du Code de déontologie, depuis sa version de 1995. Autrement dit, le soin curatif ayant recouvert ou ayant prétendu recouvert la totalité du champ du soin, s'est trouvé emporté dans son élan, si je puis dire, et a été incapable de contrôler sa dynamique technicienne. Et c'est les mêmes qui ont à la fois, enfin historiquement c'est vrai, c'est les mêmes qui ont promu justement ce qu'on peut appeler encore une obstination déraisonnable, un acharnement thérapeutique, et quand celui-ci n'était plus possible, cet acharnement n'est plus possible, eh bien l'euthanasie. Mais c'était l'avers et l'envers d'une même médaille, si vous voulez, à l'époque, les deux faces.
J'observe en ayant lu il y a quelques jours un très beau libelle, c'est plutôt un petit ouvrage de Isabelle Marin et de Sarah Piazza. Elles ont constaté que les activistes du soin curatif avaient inventé aussi le terme de soin de support pour désigner les soins de confort qui complètent les traitements lourds. Ils préféraient ce terme aux soins palliatifs. Pourquoi, disent-elles? Je pense qu'elles n'ont pas tort. Ce terme laisse entendre, je les cite, la hiérarchie à l'œuvre entre des soins qui s'attaquent à la maladie et des soins qui prennent en compte le malade et permettent de supporter les traitements contre la maladie. Manque alors, écrivent-elles, la globalité de la prise en charge qui est l'apanage des soins palliatifs. Le petit ouvrage s'appelle « Euthanasie, un progrès social ?» point d'interrogation. Donc la hiérarchie a été implicitement ou inconsciemment admise entre un modèle curatif centré sur les pathologies à traiter et un modèle palliatif centré sur le patient. Eh bien, cette hiérarchie, me semble-t-il, doit être non seulement révisée, mais renversée, afin de reconfigurer la notion de soin médical. Pourquoi? Parce que les soins palliatifs, dans leur visée profonde, ne sont pas le complément des soins curatifs, ce qui est un peu trop installé dans les mentalités. Ils sont, soyons plus offensifs, soyons plus ambitieux, ils sont le modèle du soin en général, dont le soin curatif n'est qu'une branche. Dans la pratique, au demeurant, les soins curatifs, on le sait, sont intimement mêlés aux soins palliatifs parce qu'en fin de vie, on soigne aussi les polypathologies on soigne au sens de guérir, les polypathologies qui peuvent encombrer un patient. On sait qu'un mal principal va l'emporter, mais les maux secondaires qui surgissent, on doit les prendre en considération et c'est bel et bien du curatif qu'on va utiliser. Mais je vais plus loin. En rappelant un truisme, tous les hommes sont mortels, et toute vie individuelle est appelée à s'arrêter. Les médecins ne nous garantiront jamais l'immortalité terrestre. C'est une simple remarque de bon sens. J'espère que ça ne va pas ternir la joie d'exister, mais nous en sommes tous les uns et les autres là. Et donc le curatif est un palliatif au regard de notre condition mortelle. Le curatif est un palliatif au regard de notre condition mortelle. Sénèque, 1er siècle après Jésus-Christ. Tu mourras, dit-il à son correspondant, parce que tu vis, non parce que tu es malade. Cette nécessité t'attend, même revenu à la santé. Quand tu seras guéri, ce n'est pas à la mort, c'est à la maladie que tu auras échappé. Dit autrement, tout soin, quelle qu'en soit la modalité, est palliatif, y compris donc le soin curatif. Le soin, donc, palliatif, si l'on regarde la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils nous disent une chose très simple: les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. Eh bien, cette définition des soins palliatifs, il me semble qu'elle pourrait être la définition du soin tout court, tout simplement, en expliquant toujours, en passant, que chaque fois qu'on peut guérir, pour soulager quelqu'un, eh bien c'est mieux, mais ce n'est pas toujours possible. On comprend dès lors la supplique adressée par les 13 organisations dont il a été fait état plusieurs fois depuis, j'y reviens pas, qui supplient, je vais parler de supplique, qui demandent aux législateurs, si d'aventure ils devaient modifier la législation, de ne surtout pas appeler soin ce qui contredit le soin. Une légalisation, écrivent-ils, d'une forme de mort médicalement administrée emporterait une modification essentielle de l'éthique soignante en changeant le sens du mot « soin ». Stéphane Amar nous a très bien expliqué ce matin pourquoi changer le sens des mots était dangereux pour toute une civilisation, pour toute une culture. Dernier point. Combien me reste de temps, Madame la Présidente? Au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Donc j'aurai peut-être un temps additionnel. Voilà. Donc la dernière chose, c'est tout simplement pour revenir. Alors je sais que vous avez été un peu barbé parce que c'est revenu dans toutes les interventions sur la différence entre suicide assisté et euthanasie. J'en veux beaucoup aux rédacteurs du Comité consultatif national d'éthique, qui ont été d'ailleurs suivis dans ce domaine par, hélas, l'Académie de médecine. Je leur en veux beaucoup d'avoir cru devoir fermer la porte à l'euthanasie en ouvrant celle du suicide assisté. Pourquoi? Parce que, pour la première fois, à ma connaissance, des partisans du suicide assisté,
je connais assez bien moi aussi les législations des différents pays qui ont légalisé le suicide assisté. Pour la première fois, ils ont considéré qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas se suicider tout seuls et donc il fallait faire une euthanasie. C'est, comme on l'a dit et redit, la porte ouverte, évidemment, à l'euthanasie généralisée. Autrement dit, il y a une forme de cynisme, ou en tout cas de naïveté, à croire qu'en ouvrant cette porte, on l'a fermée, tout bêtement. Tout bêtement. Donc, vous les connaissez, mais je voudrais les rappeler. Il y a 5 différences entre l'euthanasie et le suicide assisté. Matérialité de l'acte, je n'y reviens pas. Euthanasie, il y a un tiers. Suicide assisté, la place du tiers n'est pas la même. C'est prescripteur, c'est pas pareil. C'est inexact du point de vue éthique parce que le médecin qui prescrit un poison mortel et un pharmacien qui le délivre n'ont pas forcément envie que le patient l'utilise. Je connais des médecins suisses, j'en ai parlé avec eux, qui me disent « Moi, je prescris le poison, mais je fais tout mon possible pour pas qu'il l'utilise. » Et d'ailleurs, souvent, ils ne l'utilisent pas. Donc, on sent bien que l'acte n'est pas éthiquement neutre. C'est pas la même chose que « Allez, je vous exécute, parce que c'est une exécution. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. » C'est pas la même chose de mettre le poison à disposition en disant « J'espère que vous n'allez pas vous en servir et je vais tout faire pour que... » Bref, on n'est pas dans le même... un homicide. Voilà. C'est inexact du point de vue des conséquences de l'acte. 34% des personnes ayant reçu une prescription médicale du produit létal n'y ont pas recours dans l'État de l'Oregon, par exemple. Et puis, c'est inexact, le docteur Pascal Favre l'a rappelé ce matin, c'est inexact du point de vue des conséquences. En Californie, comparé au Québec, à nombre d'années égales, les euthanasies les suicides assistés sont 21 fois moins nombreuses qu'au Québec. Donc, ça dit bien que les conséquences de l'acte ne sont pas du tout la même chose. Les conséquences législatives, donc, doivent être quand même prises en considération. Et c'est vrai aussi dans l'État de l'Oregon, 0,6% des décès sont des suicides assistés après 25 ans de dépénalisation. Au Québec, comme vous le savez, on en est à au moins 7% après 7 ans. Et puis, dans une région des Pays-Bas, on en est même à 15%. Et puis, c'est inexact, ça a été moins dit, au regard des notions de liberté qui sont mobilisées. Je me suis affronté plusieurs fois à André Comte-Sponville, ne serait-ce que récemment au Sénat, quand nous avons été auditionnés, quand il prétend que c'est la même chose, suicide assisté et euthanasie. Puis après, quand on le pousse dans ses retranchements, il change d'avis. Mais enfin, il l'a écrit, et là, on ne peut pas être d'accord. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas être d'accord. Mais en même temps, je veux rendre hommage ici à Comte-Sponville, qui a toujours dit, tout en parrainant la DMD, qu'il était absolument hostile à l'utilisation du mot de dignité. Pour lui, ce n'est pas mourir dans la dignité qui compte. Il a bien compris que la dignité, c'était un concept plus ontologique que subjectif, mais c'est mourir dans la liberté. Mais justement, il y a 2 conceptions de la liberté qui s'opposent. Dans le cas des pays qui autorisent l'assistance au suicide, prévaut la conception d'un libéralisme qui exige de l'État, qui se mêle le moins possible de la vie intime, de la vie privée de l'individu. Dans les pays qui légalisent l'euthanasie, c'est le contraire. On exige de l'État, par l'intermédiaire des médecins qui sont nos délégués, etc., eh bien, on exige du médecin qu'il pose l'acte. Donc, ce n'est pas la même liberté. La liberté du suicidé dans son intimité, dans son énigmatique décision solitaire, ce n'est pas le même suicidé que celui qui demande, exige même de l'État qu'il soit ici à son chevet. Donc, on a 2 conceptions du libéralisme et il ne faut pas les confondre. Voilà. Ma conclusion serait que si le législateur devait ouvrir la porte au suicide assisté, il devrait veiller à bien verrouiller celle de l'euthanasie pour ne pas altérer davantage l'idée du soin, puisque la seule et unique raison que j'ai entendue encore ce matin dans la bouche de Valérie Depatte, malgré la qualité de tous ses propos, c'est que la seule légitimation, a-t-elle estimé, je l'ai bien écouté, pour changer la législation, c'est que les citoyens le veulent. À ce moment-là, il n'y a pas besoin d'un Parlement. À ce moment-là, il suffit de transformer le Parlement en institut de sondage sociologique, et puis on va prendre des décisions. Et puis, alors faites une convention citoyenne sur le rétablissement de la peine de mort, et on verra les résultats que ça donnera. Je fais le pari que la peine de mort sera rétablie. Donc, c'est quand même pas si simple. C'est pas si simple. Enfin, si, voilà, ma question c'est si on devait en arriver là, qu'au moins on sauvegarde la notion du soin à laquelle je tiens, parce que vous l'avez compris, pour moi, c'est la révolution que les soins palliatifs ont su
introduire dans le domaine du soin médical. Il est grand temps que les soignants de soins palliatifs de seconde zone arrivent enfin en première zone. Ils sont en ce moment sous les feux de l'actualité. On ne fait que prononcer leurs éloges, mais c'est au prix, le plus souvent, d'une destruction de l'intérieur de leur propre métier. Et c'est ça qui est quand même assez inquiétant.